il y aura jamais de bon moment au final. On peut pas se projeter dans c'est maintenant, c'est cette semaine, c'est dans un an, etc. Il y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est quand vraiment on sent que là c'est plus possible et qu'il faut y aller. Il y a pas de bon moment pour le faire. Moi, j'ai quand même démissionné au début du confinement. Enfin, tout le monde me dit mais c'était quand même pas la meilleure période. Et au final, si, c'était exactement la bonne période. C'était le bon moment pour le faire. C'est pas grave si ça marche pas. C'est pas grave si ça marche pas tout de suite, c'est pas grave si c'est pas tout à fait le bon chemin, c'est pas grave si c'est pas tout à fait le plan. Au final, ce qui est important, c'est d'y aller, c'est de se lancer parce que ça procure tellement de joie, de bonheur et de liberté que on devrait tous pouvoir vivre ça. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi pas moi en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leurs réjouissances et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. En attendant, je vous propose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi en chemin. Si vous recevez la newsletter ou que vous suivez Pourquoi pas moi sur Instagram, vous avez eu l'information en primeur. Vous ne le saviez peut-être pas, mais l'univers du podcast a lui aussi son festival, le Paris Podcast Festival. Et comme pour le cinéma, il y a des nominés. Je suis très très fière de vous annoncer que Pourquoi pas moi fait partie de la sélection officielle aux côtés de 4 autres très beaux contenus dans la rubrique apprentissage. La délibération reviendra au jury, mais vous pouvez faire quelque chose. En effet, il y a un prix du public. Voter prend moins d'1 minute et pour moi, ça peut compter énormément. Alors je vous propose de mettre pause, d'aller sur pourquoipasmoi.co. Vous avez un gros bouton tout en haut de la page ou sur Instagram, vous avez le lien dans ma bio pour voter. Je vous remercie de tout cœur parce qu'au fond, pourquoi pas moi aussi. Lors de l'épisode de la semaine dernière, avec Camille, la grande gagnante du meilleur pâtissier, je vous avais annoncé que l'épisode de la semaine serait avec une glaciologue. Les aléas de l'enregistrement à distance ont fait que la piste audio a été endommagée. Nous allons devoir le réenregistrer. Mais la bonne nouvelle, c'est que je sais que vous l'attendiez avec impatience. Alors le voilà, je suis heureuse de vous présenter notre deuxième rendez-vous avec Aline Bunel des Authentiques. À tout de suite dans l'univers d'Aline Bunel. Bonjour Aline. Bonjour Charlotte. Je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui. Je suis heureuse aussi. Quand on s'est quitté la dernière fois, on était donc pendant le confinement. Tu avais pour projet d'ouvrir un salon de thé librairie, mais tu étais à la recherche d'un lieu et en fait, avec tout ce qui s'est passé, forcément, tes plans ont été bousculés. Et à l'époque, tu nous avais dit que tu réfléchissais à un plan B Tout à fait. Au fait de te suivre sur Instagram, j'ai l'impression que ça a pris un peu forme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc effectivement, on cherchait un plan B puisque avec le confinement et surtout le Covid, on s'est dit que ça allait être un petit peu compliqué, que le monde d'après allait être un petit peu différent, que ça serait un petit peu plus long, en tout cas pour nous trouver un local. Et on avait envie quand même de se lancer puisque ça faisait, ça a fait 1 an en juillet qu'on s'est rencontrés avec Sergeline, qu'on a construit le projet, donc on avait envie que ça devienne un peu concret. Du coup, on a décidé de lancer notre boutique en ligne et aujourd'hui, et depuis 3 mois déjà, enfin depuis 2 mois et demi, on propose des brunchs en livraison, des livres en livraison et également ce qu'on appelle des gourmandises, donc plein de petites bonnes choses qui étaient dans nos brunchs et que les gens ont beaucoup aimé. Donc voilà, tout ça se retrouve sur un site web et on livre sur l'île et sur la métropole. Donc c'est une belle avancée pour nous, on est ravis et c'est un beau premier pas à l'étrier. Et du coup, les brunchs, c'est que le week-end, si j'ai bien compris ? Ouais, les brunchs, c'est que le week-end, donc c'est samedi et dimanche. Pour le moment, les livres et les gourmandises aussi, mais ça fait partie de nos projets sur les prochaines semaines de pouvoir proposer plus de choses, plus de livraisons et plus de développer un petit peu le concept en attendant de trouver notre lieu.
Et donc là, du coup, concrètement, donc c'est Sergeline qui fabrique parce qu'elle est cuisinière. Elle est pâtissière, Elle est effectivement. Donc pâtissière. c'est Sergeline qui conçoit, donc qui conçoit les menus qu'on valide ensemble, qui fait le trois quarts des recettes. Moi, je suis en cuisine aussi pour l'aider, donc grand Ouais. changement aussi pour moi. Mais oui, c'est effectivement Sergeline qui est maître à bord sur tout ce qui est brunch, pâtisserie. Et moi, je m'occupe plus de la partie promotion des livres, mise en avant des livres, etc. D'accord. Et après, la livraison, c'est vous qui La la faites? livraison, c'est nous qui la faisons, oui, tout à fait, parce qu'on avait vraiment à cœur d'aller au contact de nos clients, puisque c'est un peu compliqué au final sur le web. On échange sur les réseaux sociaux et autres, mais il n'y a pas ce contact physique. Et on trouvait ça important de pouvoir aller à la rencontre des gens, de pouvoir leur parler. Et les gens adorent en plus. Ouais. Ils sont hyper contents d'être livrés par les fondatrices, de pouvoir nous expliquer voilà leur expérience, comment ils nous ont connus et autres. Donc c'est vraiment génial. Ça a créé un contact. Nous, ça nous crée une clientèle et c'est vraiment juste, voilà, ça fait 2 mois et demi et ça c'est 2 mois et demi de pur bonheur. Ouais. Et du coup, vous avez à peu près combien de commandes par week-end? On a entre 20 et 30 brunchs par week-end. Ce qui est très très, enfin pour nous en tout cas, ce qui est vraiment top, parce qu'on n'était pas spécialement connus avant de se lancer, et on a eu un retour des gens. Enfin quand on s'est lancé, on a eu un retour des gens qui est absolument dingue. Les gens sont au rendez-vous, ils sont au rendez-vous tous les week-ends, ils sont au rendez-vous même tous les mois, parce qu'on a des gens qu'on a rencontrés en juillet, qui reviennent en août, qui reviennent en septembre, et faire autant de brunch, c'est vraiment pour nous un gage de réussite, et on est vraiment très 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 contente de la tournure que ça prend, et de voir que voilà, ça marche et que les gens sont là. Donc on est vraiment ravis. Super. Et comment du coup vous avez fait pour vous faire connaître? Principalement les réseaux sociaux. On a créé un site web, on a commencé à communiquer autour du site web. On a eu aussi beaucoup de chance, c'est que dans les personnes qui nous suivaient, qui suivaient nos aventures sur les réseaux, on avait une journaliste de Lille Actu qui, en voyant voilà le petit teasing qu'on faisait au mois de juillet en annonçant qu'on allait ouvrir quelque chose, nous a contactés et a fait une interview de nous. Et ça nous a apporté énormément de visibilité et énormément de retombées, puisqu'après elle, on a été contacté par Vos Heures, on a eu un article dans Le Bonbon, donc tout ça, ça a vraiment favorisé un très très beau lancement sur juillet, et qui nous suit du coup depuis sur août et sur septembre. Donc voilà, principalement contact journaliste et réseaux sociaux. Ouais, c'est le bon contact qui a fait. Exactement, ouais. C'était notre bonne étoile. Cette personne arrivait pile au bon moment. Enfin, c'était juste parfait pour commencer. Eh ben super. Du coup, est-ce que, j'imagine que tu as encore des peurs et des doutes. Quels sont-ils? Alors, j'ai pas de doute, dans le sens où j'ai absolument aucun doute sur le fait que j'ai fait le bon choix en changeant de carrière, malgré le confinement, malgré voilà, c'est moi un peu entre parenthèses. Je suis intimement persuadée que j'ai fait le bon choix, et ne serait-ce que les retours qu'on a des gens nous confortent dans l'idée que c'est exactement là où on doit être et c'est exactement ce qu'on doit faire. Donc des doutes, j'en ai pas spécialement. Après, des peurs, on en a toujours, notamment quand on a lancé, on s'est dit et si les gens sont pas en rendez-vous, et si on galère à se faire connaître, et si ça marche pas parce qu'on est en juillet août, enfin voilà, toutes ces questions-là, on les a forcément, un petit peu d'appréhension au moment où tu te lances. Et au final, c'est vite passé, parce que les gens sont là, parce que les gens sont au rendez-vous, parce que ils nous font bosser tout le week-end comme des tarés. Et du coup, les peurs se sont vite envolées, les questionnements se sont vite envolés. Et là, on laisse juste place au fun, à tout ce qu'on aime faire, et à tous les projets qu'on a, parce que ça nous donne aussi des ailes pour avancer sur plein d'autres choses, et pour pouvoir tester plein de choses. Donc c'est vraiment des choses dont on peut parler ou pas encore? Oui, des choses dont on peut parler. En fait, ce qui est génial avec ce côté site web, qui du coup, les authentiques bis, le plan B,
c'est que ça nous laisse une énorme marge de manœuvre sur tout ce qu'on a envie de tester, parce qu'en plus de ça, on prend assez peu de risques au final, et du coup on peut tester plein de choses, et on a envie du coup de faire d'autres choses comme travailler avec les pros, pouvoir proposer des petits déj, pouvoir proposer des brunchs aussi aux pros. On a envie de travailler beaucoup plus avec les livres. On a un gros projet là de pouvoir mettre en avant les auteurs locaux, les jeunes auteurs au travers de petites nouvelles, enfin bref, de choses qu'il va y avoir très très prochainement sur notre site et dans nos packs de brunch. On a aussi envie de faire, Sergine est extrêmement douée en pâtisserie, elle fait des gâteaux absolument magnifiques. On a aussi envie de pouvoir travailler avec les enfants, proposer des goûters d'anniversaire et autres. Donc voilà, on a plein d'idées en tête et on a là quelques mois pour tester tout ça. Donc on va lancer plein de choses sur les prochaines semaines et c'est très très cool. Super. Donc là, j'imagine que du coup, comme tu disais, le week-end c'est chargé. Et oui, tout à La fait. semaine aussi. Comment ça se passe du coup au niveau perso? Parce que du coup, t'es passé d'une vie avec des horaires de bureau, même si ils étaient quand même assez larges, à une vie complètement différente. Exact. Et j'ai envie de dire, c'est le gros challenge de mon nouveau métier. On était avec mon conjoint, on en était conscient, mais effectivement de l'avoir en pratique, c'est différent. Et d'avoir cette première étape site web nous permet aussi de tester les choses. Mais c'est vrai que c'est le gros challenge de pouvoir associer vie pro et vie perso, parce qu'effectivement, je bosse le week-end. Alors, ma chance dans le fait de bosser le week-end, c'est qu'on va travailler très tôt le samedi jusque 15-16 heures, et le dimanche on commence aussi très tôt et on finit à midi après les livraisons. Donc j'ai quand même du temps avec mes proches, avec ma famille et autres, mais c'est vrai que ça change les choses puisque les sorties week-end il y en a plus, enfin en tout cas on part pas en vacances en week-end. Mes parents qui sont pas de la région, s'ils viennent pour me voir, ils vont plutôt venir en début de semaine puisque c'est les jours où au final j'ai moins de choses à faire. Donc ça demande un nouveau rythme. Et on est en train d'apprendre à apprivoiser ce nouveau rythme, à travailler avec ce nouveau rythme, parce que c'est quand même différent. Et puis ça n'impacte pas que moi, parce que ça impacte aussi mes amis, ma famille. Ah oui, forcément, Tout le monde doit se mettre au pas. Mais j'ai eu des retours de mes proches tellement géniaux, parce qu'ils sont tous au final très conscients de ce que je fais, très conscients du fait que je travaille le week-end, et tellement, ils me supportent complètement dans cette démarche. Donc quand je dis, désolée, mais en fait les week-ends ça va être un peu compliqué, ils comprennent, c'est ok, et c'est juste génial au final. Donc je suis très soutenue par mon entourage, et ça c'est cool. Ça n'empêche que j'ai envie de trouver quand même un équilibre pro-perso qui me convienne, parce que même si là je suis passionnée par ce que je fais, j'aurais envie d'y passer mes journées et mes nuits, mais je peux pas. Je peux pas, parce que pour ma santé perso, et puis parce que j'ai pas envie de me couper de mon entourage qui en plus me soutient énormément. Donc c'est le challenge, on va dire, de trouver l'équilibre et voilà la bonne balance entre vie pro et vie perso. Ouais, t'avais fait une super belle métaphore dans la première interview qui était t'es sur un point A, il faut que tu traverses un grand précipice, et en fait le moteur en plus, toi tu as l'envie de voler du point A jusqu'au point B, et le moteur c'est l'entourage et la famille qui te permet justement de tenir bon, quoi. Ah, complètement, et il me donne vraiment des ailes. Enfin, c'est vraiment le cas. C'est que si j'ai un petit coup de mou, si j'ai une question, si j'ai un doute, ou même pas, juste des fois comme ça, le fait de lire, de voir que ce qu'on fait ça marche, que nos proches sont derrière nous, vendent le principe, le concept à tout leur entourage, nous soutiennent à fond, relaient tout ce qu'on fait. Enfin, c'est juste génial. C'est un booster en termes d'énergie et en termes de confiance en soi qui est assez incroyable. Et clairement, grâce à eux, j'arrive à faire vraiment des choses très très cool. Ah, c'est chouette. Et qu'est-ce que c'est tes plus grandes réjouissances des 3 derniers mois? Ma plus grande réjouissance, c'est vraiment d'avoir lancé quelque chose, d'être passé au concret, de s'être confronté à la vie des gens, d'avoir une clientèle, de recommencer tous les week-ends. Tout ça, c'est une énorme réjouissance.
c'est énormément de fun, énormément de joie, énormément de bonheur. Enfin, c'est juste, voilà, on est passé au concret. On a quelque chose. On n'a pas le plan A, mais j'ai envie de dire, c'est un peu ça aussi d'être entrepreneur, c'est que il y a un plan A, il y a un joli plan qui est structuré sur X années, et puis il y a tout le reste, tous les à côté et tout l'environnement qui fait que ça se passe pas toujours comme prévu, et il faut rebondir avec un plan B, avec un plan C, avec un plan Z, avec n'importe quel plan, mais il faut y aller. Et on avait cette volonté de faire quelque chose. On l'a fait, on l'a juste pas fait de la première façon dont on voulait le faire, mais on l'a fait quand même. Et ça, c'est juste génial. Parce que c'est la concrétisation d'un an de réflexion avec Sergeline, moi de quelques années de j'y vais pas, comment ça va se passer. Et voilà, c'est concret aujourd'hui, c'est là, c'est présent, et c'est génial. C'est génial. Je pensais à toi cette semaine parce que j'ai interviewé Stanislas Gruot, qui est un ancien trader, mais il a été manager de plus de 150 traders, donc au niveau européen, donc pas, enfin déjà trader, mais super trader, on va dire. Et lui, en fait, à 22 ans, quelque chose comme ça, il s'est dit, en fait, il y a un copain qui lui dit non mais tu sais quoi, en fait, toi, t'es pas sportif. Et en fait, il s'est dit mais moi, j'ai pas du tout envie qu'on ait l'image de moi de quelqu'un de pas sportif parce que je suis quelqu'un de sportif. Et du coup, il a dit vous savez quoi, je traverse la France en courant. D'ailleurs, il est parti de Lille jusqu'à Nice dans 3 mois. Donc il l'a fait. Et en fait de là est née en fait l'idée de créer une boîte qui s'appelle Explora Project, et en fait il lui a fallu presque 8 ans pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir quitter son boulot et puis monter cette fameuse boîte qui cartonne aujourd'hui. Et en fait c'est vrai, j'ai pensé à toi parce que je me suis dit entre l'idée qu'il avait initiale et l'idée du projet aujourd'hui, évidemment que ça a évolué. Mais voilà, c'est un truc qui était en fil rouge, en fil conducteur, et voilà quoi. C'est chouette. Ouais, c'est chouette. C'est comme, alors j'ai pas d'enfant, mais je pense que les mamans se retrouvent là-dedans. C'est comme un accouchement. C'est que j'ai porté ce projet, cette idée pendant, alors moi, plusieurs années pour le coup. Et voilà, de concrétiser ça, c'est vraiment comme un accouchement. Ça y est, c'est là, c'est sa vie, on le fait vivre. Et ouais, c'est vraiment un sacré accomplissement. Et en tout cas, je suis très contente d'avoir pu faire ça et d'avoir eu de m'être donné le courage et m'être donné la force de pouvoir faire ça. Ouais, en effet, tu peux être fière de toi. Et du coup, là, vous avez donc vous êtes en train de continuer à chercher un lieu, un local. Alors pour l'instant, on a mis un peu les visites en pause parce que le Covid a quand même vachement changé la donne. Et on a envie d'attendre ce que ça va donner sur les prochains mois. On savait que le mois de septembre, ce serait difficile. On est notamment dans le rouge, dans le nord, repassant en zone rouge. Donc on vit un peu au jour le jour. Et pour nous, l'idée, ce serait plus de voir en début d'année, voire début d'année prochaine, de voir comment ça se passe et de recommencer les recherches de locaux à cette période-là. Et aussi de nous donner le temps de vraiment faire vivre les authentiques, ce fameux site web sur les mois à venir, parce qu'on a envie de faire plein de choses. Comme je t'ai dit, on a envie de tester plein de choses, et c'est le moment idéal pour tester parce qu'on a, très honnêtement, on a très peu de contraintes et très peu de risques à prendre. Donc, quand tu parles de risque, tu parles de risque financier? Principalement risque financier, oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, les authentiques, ça nous coûte peu d'argent tous les mois à faire vivre, et ça nous permet d'investir dans plein de choses qu'on a envie de tester. Et ça, c'est génial puisque nous, ça nous laisse un labo de X mois pour trouver vraiment ce qu'on a envie de faire, pour voir où est notre clientèle, pour tester soit des produits, soit des concepts, soit des services, etc., des choses qu'on aura aussi envie de garder plus tard. Donc au final, on n'a pas spécialement envie de se presser non plus dans cette recherche de local, parce qu'on apprécie cette chance qu'on a d'avoir cette période d'essai, on va dire, cette période d'essai entre nous, cette période d'essai avec le concept. On va pouvoir voir jusqu'où on est capable d'aller, juste à deux, juste avec de la livraison.
et ensuite à chercher un local. Donc ça nous va très bien au final. Ça enlève un peu de pression, j'imagine, Ouais, et laisse part à plus de créativité et complètement. de saut d'opportunités, quoi. Et ça nous laisse aussi le temps de travailler à deux parce qu'au final, on n'a jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Donc, on a toutes les deux des compétences complémentaires, mais on n'avait jamais vraiment travaillé à deux pour des commandes et autres. Donc, c'est génial aussi de pouvoir commencer à travailler ensemble, commencer à débattre, à échanger des idées, à faire des choses qu'on avait chacune dans nos têtes, à mettre toutes ces idées-là en commun, toute cette énergie-là en commun et à voir comment ça se passe. Est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord, comment on réagit quand on n'est pas d'accord, comment ça se passe et autres. Et tout ça, pour moi, c'est extrêmement précieux d'avoir cette période d'essai. Je le vis vraiment comme une période d'essai, cette période de test où on peut tester et le concept et notre Votre façon de relation, ouais. travailler Ouais. ensemble et notre adéquation avec le projet. Enfin, tout ça, c'est vraiment chouette. Et quand on aura le local, on sera fort de ces 6 mois de test. On saura comment travailler ensemble. On aura une clientèle et du coup, on va se lancer avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'énergie et beaucoup moins de crainte au final. Donc Ouais. c'est génial. En Ouais, c'est top. Et en fait, c'est vrai que mine de rien, le Covid pour vous, ça a été un bon test sur la solidité de votre relation d'associés, parce qu'en effet, votre plan A, il est tombé à l'eau, il a fallu se réinventer, Mmh. alors que finalement, vous avez jamais vraiment bossé ensemble. Donc, Complètement. Et du coup, se réinventer avant même de s'être inventé, j'avoue que c'est un principe intéressant et une manœuvre intéressante à faire. Mais c'est ça qui fait au final qu'on travaille très bien ensemble et qu'on s'est trouvé, enfin, on s'est trouvé pour des bonnes raisons et que ça ouais. marche entre nous. Et puis c'est ce qui crée aussi des relations solides. On dit, enfin, c'est une relation d'associé, c'est un peu une relation de couple, hein. Tout à Euh, fait. et et c'est vrai que quand ça se construit, un couple se construit dans des moments difficiles. Clairement, si tu te construis en mode c'est la ligne de miel, le jour où t'arrive une galère, ça peut chambouler le couple. Tandis que si tu t'es construit sur une mer un peu tumultueuse, c'est pas pareil, quoi. Ah ben complètement. Et là, oui, on avait une mer calme, on a eu un tsunami. Maintenant, on a une mer un peu agitée, mais on est très forte à deux. Ouais. Et c'est vraiment, vraiment très, très cool. Vous arrivez à trouver du coup naturellement votre place chacune? Oui, alors sur les j'ai envie de dire sur les basiques forcément puisque en fonction de nos métiers, moi j'ai forcément une appétence beaucoup plus digitale donc tout ce qui était la création du site web, la gestion du site web, tout ça, j'étais leader sur le sujet. Sergeline avait bien évidemment son mot à dire, mais c'était plus naturel que ce soit moi sur toute la partie pâtisserie, création des menus et autres. C'est complètement naturel que ce soit Sergeline qui réfléchisse à tout ça et qu'on en discute ensemble. J'ai très peu mon mot à dire sur ces choses-là, ou en tout cas quand elle me dit qu'elle veut tester telle recette, bah oui, allons-y. Enfin, j'ai clairement pas j'ai rien à dire sur le sujet. Donc on trouve effectivement naturellement nos places sur ce qui est logique. Après sur les zones grises, sur le relationnel avec les clients, le relationnel avec les fournisseurs et tout ça, ça dépend qui a envie de le faire et on se questionne tout simplement de est-ce que tu veux le faire, est-ce que ça te dit non, j'ai pas envie, je veux pas. Enfin bref, on se questionne et puis on y va quoi. Ouais. Toute cette zone grise, on voit qui a envie, qui a le temps et on fonctionne comme ça. Ouais, la communication. Et la Ouais. communication est vraiment clé. C'est vrai qu'on peut, enfin, je l'ai toujours entendu, que ce soit effectivement, enfin voilà, dans la vie, dans les relations pro ou perso, la communication est clé. Mais je me rendais pas compte à quel point c'était vital et que quand on lance un projet comme ça, chacun vient avec son passé, ses peurs, ses doutes, ses compétences. Et si on n'échange pas, on va droit dans le mur.
Et clairement, ce qui fait aussi que ma relation avec Sergeline fonctionne très bien, c'est qu'on est capable de parler. On est capable de parler, on est capable de pas être d'accord, mais on est capable de faire ça de façon adulte, d'échanger des points de vue, de revenir dessus, de changer d'avis. Et tout ça sans confrontation, sans rancœur, sans Ouais, rancune, sans ego. sans ego. Et c'est Ouais. hyper important au final pour construire un projet comme ça, parce qu'il y a quand même, enfin, on y met énormément d'énergie, on y met énormément de passion, on y met énormément de cœur. Donc c'est très facile au final de réagir, de surréagir quand on est dans des moments d'émotion comme ça. Et on a la chance au final d'arriver à prendre du recul, d'arriver à avoir des discussions des fois difficiles parce qu'on n'est pas d'accord, mais de trouver un terrain d'entente et de le faire voilà, de façon très très saine. Et ça, pour moi, c'est vraiment très très précieux. Et c'est ce qui, pour moi, fera que notre projet sera vraiment viable, c'est notre entente. Ouais. Et du coup, vous vous voyez tous les jours? On se voit presque tous les jours, oui, tout à fait. Après, on s'est instauré des moments de calme. Typiquement, le lundi, c'est nos moments calmes où on est chacune chez soi, on profite. Sergeline Ouais, c'est a un peu le repos, quoi. Voilà, et puis Sergine a un enfant, donc le Ok. week-end c'est un peu plus compliqué pour elle de le voir, donc elle profite dans ces moments-là. Donc le lundi c'est plus calme, et ça va crescendo jusqu'à la fin de la semaine. Et généralement mardi, mercredi, on a les rendez-vous fournisseurs, les rendez-vous commerciaux, les rendez-vous enfin voilà, administratifs, tout ça. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on commence plus à La dans des prod. sujets voilà sur la prod. Mais voilà, donc oui, effectivement, on se voit beaucoup. En tout cas, quand on se voit pas, on n'est jamais censé écrire ou autre. Donc voilà. Et comment elle a accueilli ton interview dans le podcast? Parce Très que bien. j'imagine qu'elle a dû découvrir des choses. Ouais, elle a découvert des choses effectivement, mais elle l'a très bien accueilli. Elle était très contente que je sois passée derrière le micro, que j'explique, etc. Lui, elle, ça lui a aussi donné voilà, une explication de d'où vient ce projet, qu'est-ce qui fait que je suis autant à fond dedans, et voilà, ça. Enfin, du coup, elle a très très bien pris la chose, et j'étais très contente qu'elle l'écoute et qu'elle m'en parle. Et tu as eu un feedback de ta famille? Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes que j'ai interviewées, surtout dans En Chemin, où leurs parents leur ont dit qu'ils avaient découvert des choses. Il y a même Nathalie, où ses parents ont été un peu froissés parce qu'ils ont dit, mais en fait, on a tout fait pour que tu sois heureuse, et en fait, tu l'as pas été. Donc, une espèce de culpabilité, alors qu'en soi, comme dit Nathalie, c'était pas le sujet. Ouais. Ils ont tout bien fait, mais c'est juste que c'est la vie, quoi. Alors j'ai eu des très très bons retours, parce que j'ai eu donc mes amis proches l'ont écouté, mes parents l'ont écouté, mon frère l'a écouté. Donc j'ai eu des très très des retours hyper positifs au final de mes proches qui trouvaient ça dingue et hyper courageux que je parle de moi, que je me livre autant, parce qu'au final on se livre beaucoup. Je m'étais pas rendu compte, mais je me suis beaucoup livrée sur ce premier interview qu'on a fait ensemble. Beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient effectivement appris des choses sur moi. Mes parents, j'en ai pas trop discuté avec mes parents, parce que j'avoue que je suis un peu mal à l'aise avec cette idée-là. Je l'ai pas non plus réécoutée parce que j'aime pas trop m'entendre, donc j'ai un peu oublié depuis ce que j'avais Ce que pu tu avais dire. dit. Voilà. Bah, d'ailleurs, c'est drôle, c'était drôle parce que quand je t'ai envoyé des citations, tu m'as dit, mais j'ai dit, parce on avait bien discuté ensemble hors micro avant et Mm. après, et tu m'as dit, mais j'ai dit ça dans le micro. Je dis, oui, promis, ce que je mets, c'est que dans le micro. Ouais, mais c'est te dire à quel point j'étais à l'aise, et à quel point effectivement j'avais complètement oublié le micro sur cette première interview. Mais oui, effectivement. Et du coup, ma mère m'a dit qu'effectivement elle avait découvert des choses, et que voilà, on prendra le temps d'en discuter. Pas maintenant, mais on prendra le temps d'en discuter. Mon frère m'a dit que j'avais une très belle voix, ce que C'est vrai. je trouve que je n'étais pas tout à fait d'accord. Mais voilà, globalement, au final, d'excellents retours, des gens qui ont trouvé ça dingue, ce que j'ai fait, dingue que je change de vie, et impressionné. Donc ouais, Ah, c'est c'est très bien super. passé, ouais.
Est-ce que tu as eu des premiers clients, enfin des clients via le podcast ou pas encore? Alors, si on en a eu, je le sais pas, parce j'ai pas eu de retour des clients. Mais écoute, je leur demanderai à l'occasion si s'ils ont pu Donc, écouter le Amis podcast. Lillois, commandez chez Les Authentiques et vous aurez la chance d'avoir Aline qui viendra vous livrer. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est quoi pour toi, dans les 3 derniers mois, la plus grande difficulté que tu as eu à gérer? Et comment tu l'as gérée? Bah, sur les 3 derniers mois, au final, c'était, enfin, j'ai envie de dire, c'est ce lancement-là a été aussi une difficulté parce qu'il y avait plein de choses à faire. Il y avait plein de choses à faire dans des domaines dans lesquels j'avais un peu de connaissances ou pas du tout. Donc ça a été assez difficile ne serait-ce que de monter un site web, de créer un site web de toutes pièces. Ça a été le plus difficile à faire parce que au début on voulait quelque chose de sur mesure et finalement ça correspondait pas au budget qu'on avait. Donc après on est parti sur une plateforme qui nous permettait voilà de tout faire nous-mêmes. Mais la première plateforme qu'on a choisie en termes de fonctionnalité, ça correspondait pas à ce qu'on souhaitait. Donc on a changé de plateforme. Enfin bref, j'en ai fait 3. Ok. Vraiment, j'en avais marre. Et puis ça fait appel à plein de domaines dont j'étais pas experte. Le référencement, enfin juste la mise en ligne de produits, comment fonctionne un site, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, changer un template, enfin changer la CSS d'un template, tout ça. Mais je me suis arraché les cheveux et j'ai passé des moments extrêmement difficiles. Je me suis retrouvée frustrée, à pleurer de frustration et de colère parce que j'y arrivais pas et parce que juste je me trouvais nulle quoi. Ça marchait pas, j'y arrivais pas. Il me fallait d'autres compétences que j'avais pas. Il fallait que j'aille chercher de l'aide et ça c'est très compliqué d'aller chercher de l'aide parce que ça voilà, il faut reconnaître qu'on en a besoin, il faut reconnaître qu'on n'a pas la compétence, il faut se dire qu'on c'est ok de pas avoir la compétence et il faut aller chercher la bonne personne qui va être Ouais. capable de nous aider là-dessus. Donc très dur. Après, j'ai aussi la chance d'avoir un conjoint qui est développeur, donc qui m'a beaucoup aidé pour monter ce site web. J'ai une amie qui est graphiste et qui avait fait toute notre charte graphique, donc qui nous a aussi beaucoup aidé évidemment sur la construction du site. Mais voilà, il a fallu apprendre beaucoup de choses et ça a été des moments difficiles parce que je me voyais pas lancer sans ce site web, mais en même temps, j'en voyais pas le bout. Enfin, voilà, il y a encore aujourd'hui plein de choses que je connais pas. Alors, me former au référencement, il y a un vocabulaire dans le référencement qui est assez difficile et assez dingue. Du coup, j'ai encore plein de choses à apprendre là-dessus, me former sur les Google Analytics. Enfin bref, il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles il faut que je me forme, faire des publicités sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est dur, Ouais. mais c'est fait. On l'a sorti et au final, on est quand même assez fiers de nous d'avoir sorti ce site web là et de voir que voilà que c'est fluide, que les gens arrivent à commander dessus. Donc c'est très cool. Mais ça a été un moment très difficile, effectivement. Mais c'est vrai que oui, t'es pas marketeuse, t'es pas webmaster, t'es pas. C'est en effet, c'est des compétences quand on crée sa boîte et quand on n'a pas une enveloppe budgétaire pour pouvoir pour externaliser ça. C'est sûr que ouais, ça. Ouais, c'est très dur et c'est surtout que du coup ça réduit le champ de ce que tu es capable de faire à quelque chose de très petit par rapport à l'ampleur de la tâche à faire et ça demande beaucoup de remise en question. Enfin, c'est assez difficile de se dire que en fait, je sais pas faire. Je pensais, mais j'avais des connaissances très superficielles sur le sujet et quand je dois mettre les mains dedans vraiment non, je suis pas experte, je sais pas faire et du coup tu te poses la question, tu te dis mais au final qu'est-ce que je sais vraiment faire Je me suis lancée dans ce projet-là, mais qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que j'apporte au final au projet puisque si j'arrive pas à faire ça, pas à faire ça, pas à faire ça, pas à faire ça, qu'est-ce qui me reste Et là c'est l'angoisse. L'angoisse de se dire ok bon ben je me suis lancée donc on va y aller, ben je vais apprendre combien de temps je vais mettre pour apprendre et est-ce que je vais y arriver. Donc ouais, c'est une grosse étape à passer et c'est une étape qui va se répéter, je pense, Ouais. puisqu'être entrepreneur, c'est apprendre énormément de métiers
mais bon, c'est aussi savoir s'entourer. Donc voilà, j'ai appris que pour faire des choses moi-même, il me fallait beaucoup de compétences que je n'avais pas. Donc j'avais deux choix, soit prendre le temps de me former, soit faire appel à des personnes qui avaient cette compétence-là pour gagner en temps. Et je pense que voilà, cet équilibre-là, me former pour apprendre et faire appel à des gens qui ont l'expertise, ça va me suivre tout au long du projet et tout au long de mes prochaines années. Mais voilà, j'aurais retenu ça en tout cas de ces mois de galère. Ouais, mais c'est marrant, ça fait complètement écho à ce que disait Nathalie aussi que je suis avec En Chemin. Et Nathalie, elle disait comme toi en mode mais en fait je sais pas faire ça, 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 mais en fait à quoi je sers, quelle est ma place, quel est mon rôle dans la société et on en avait pas. En fait Nathalie c'est une bonne amie et quand je l'ai interviewée, on était en Corse en vacances et la veille on buvait l'apéro avec nos chéris respectifs et en fait ce que lui avait dit mon mari, lui avait dit tu sais Nathalie, ton rôle c'est d'avoir un cap, c'est de montrer le cap et puis après si tu sais pas faire c'est pas grave et d'ailleurs tu peux pas tout savoir faire, c'est de savoir t'entourer des bonnes personnes. Et ça, elle en était convaincue, mais comme tu dis, c'était difficile entre le truc lequel t'es convaincue et le faire, c'est encore un autre. Ouais, c'est une autre étape. Ouais. Oui, puis après il y a forcément, j'imagine, une question de budget parce que. Bien sûr. C'est la question clé au final, c'est de se dire soit on a le budget qui nous permet d'aller chercher les experts qu'on veut, d'être accompagné des meilleurs, soit on a un budget intermédiaire qui va nous demander et un peu de formation et la possibilité de passer par des experts, soit on n'a pas du tout le budget, on est obligé de tout apprendre soi-même, ce qui est plus long, ce qui est faisable mais plus long. On est clairement sur de l'intermédiaire, notamment parce que ce qu'on a lancé aujourd'hui, c'est pas le plan A. C'est le plan B. Et on avait cette envie du coup vraiment intermédiaire. Et c'est là où on a dû jongler avec plein de choses. C'est qu'on avait envie de lancer, on avait envie de lancer rapidement, mais on n'avait pas non plus envie d'investir beaucoup d'argent dans l'infrastructure, dans de l'accompagnement et autres, parce que ce budget-là, on le réserve pour l'après, pour le local. Donc on a dû jongler avec tout ça. Voilà, c'était une épreuve d'équilibriste vraiment du quotidien, de se dire ok, jusqu'où on est capable d'aller, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, quels moyens on se donne pour y aller et surtout à quel point demain on va pouvoir le réutiliser. Parce qu'au final, c'est ça la vraie question aujourd'hui qu'on se pose, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on a besoin de capitaliser pour demain. Et il faut que tout ce qu'on sorte aujourd'hui, on soit capable de le réutiliser. Donc ça va du site web, mais ça va aussi de l'aménagement du local, parce qu'aujourd'hui on travaille chez moi, on aménage une partie de ma cave, mais il faut que tout cet aménagement-là, demain, on soit capable de le réutiliser dans notre local et que le frigo qu'on achète, le four qu'on achète, la table en inox qu'on achète, ce soit des choses sur lesquelles on investisse aujourd'hui pour demain. Et il faut aussi c'est là où on a dû rationaliser les coûts pour pour investir dans des choses qui vont durer. Ouais. Et voilà, c'est là où on doit à chaque fois monitorer, on doit prendre des décisions et on doit jongler entre tout ça. Et la partie site web, c'était un budget qui était trop important par rapport à ce qu'on voulait faire. Et c'est surtout que demain, ce site web, aujourd'hui, c'est évidemment 100% de nos revenus. Demain, quand on aura le local, ça sera pas 100% de nos revenus. Ouais. Et on réfléchit, voilà, est-ce qu'on gardera la livraison ou pas? Peut-être pas, on transformera peut-être en click and collect. Donc demain, ça sera plus une vitrine. Là aujourd'hui, c'est nos revenus. Donc il faut jouer avec ça. Et clairement, le budget de faire un site sur mesure, tout équipé, absolument magnifique, avec toutes les fonctionnalités qu'on voulait. Au final, c'est un rêve pour lequel on est revenu parce que quand on y réfléchit, c'est quelque chose qui demain sera moins important. Donc on ne pouvait pas assumer ce budget-là. Ouais, c'est faire les bons arbitrages. Exactement. Ouais. Et il y a une personne sur Instagram, parce que du coup, j'invite les personnes qui écoutent le podcast à poser les questions aux invités dans le chemin, qui demandait quel budget il faut pour démarrer un projet comme ça. C'est extrêmement variable. En fait, tout dépend de ce qu'on veut faire. Alors, tout dépend de si on parle du budget qu'il faut pour créer pour avoir un local, pour avoir un lieu physique ou pour avoir un site web et faire de la livraison à domicile. Pour avoir un local comme ce qu'on a envie de faire, on a estimé, alors c'est à la louche et ça dépend énormément de critères, mais on va dire qu'on a estimé ça à 100 000 euros.
Okay. Et ça comprend l'équipement complet du local, ça comprend l'achat des premières fournitures, ça comprend toute la partie administrative, la création de la société, ça comprend une partie de com, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui sont budgétisées et tout ça va extrêmement varier en fonction, ne serait-ce que du local, en fonction de la façon, enfin de la taille du local, de ce qui reste dedans, est-ce que c'est un rachat de fonds de commerce ou pas, comment il faut l'équiper, etc. Le choix de la société, enfin tout ça fait énormément varier l'enveloppe budgétaire qu'il faut prévoir. Après, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que les banques demandent entre 20 et 30% d'apport personnel. Donc, il faut, voilà, nous on sait qu'on va devoir amener entre 20 000 et 30 000 euros de budget pour financer notre local. Et voilà, après ce budget, ça va s'ajuster en fonction des différents postes de dépenses. On peut jouer sur la déco, on peut jouer sur l'équipement, on peut jouer voilà sur plein de choses. En plus, nous on aime vraiment cette idée de réutiliser, de zéro déchet. Donc on a envie vraiment d'avoir des choses chinées, d'avoir des choses de seconde main. Donc ça joue aussi sur le budget. Mais voilà, tout ça faut le trouver. Donc voilà, pour ouvrir un local, on va dire un salon de thé, c'est environ 100 000 euros, mais ça va vraiment dépendre des villes et du local. D'ailleurs, c'était l'épisode de la semaine dernière. J'ai interviewé Marie Stoclet-Bardon qui a monté la Meringuée. Je sais pas si tu connais, c'est des pavlovas. Bon, c'est que à Paris. Et en fait, quand on a fait la visite de son atelier, enfin son laboratoire plus exactement, et elle me dit bah tiens, j'ai un pot de enfin si tu elle a été adorable. Elle m'a offert une meringuée, elle m'a offert son bouquin. C'était Noël. Et elle m'a dit bah tiens, prends de la confiture. J'ai trouvé ça vachement malin parce que bon bah évidemment qu'il y a des fruits à un moment ils sont un peu gâchés et du coup en fait oui elle les réutilise pour pouvoir faire de la confiture et enfin c'est les équipes qui sont dans le labo et c'est pareil j'avais écouté un jour un podcast de la fondatrice de la maison Plisson, je sais pas si tu connais, c'est une espèce d'épicerie c'est une épicerie assez chic dans Paris, il y en a plusieurs maintenant, c'est une femme d'ailleurs qui a changé de vie et elle racontait qu'en fait elle avait plein de produits frais et qu'un jour elle s'est dit par exemple des fruits, des légumes et tout, elle s'est dit non mais en fait c'est gâché en fait, je vais pas les jeter et donc du coup elle s'est dit tiens je vais faire une partie restauration avec tout ce qui je ne peux plus vendre en fait comme ça que les gens n'achèteront pas et du coup je trouve ça vachement intéressant de se dire que en effet dans une philosophie te dire que tu veux pas de perte et compagnie, que tu peux créer des produits ou créer une offre sur laquelle tu n'aurais pas pensé initialement et du coup ça te permet d'être créatif en fait. Ouais, complètement. Et la pâtisserie, enfin la restauration et la pâtisserie, c'est une éternelle créativité autour de la réutilisation, parce que même la façon dont Serveline construit nos brunchs, elle a une palette de produits à sa disposition. On n'utilise que des produits de saison et on a 3 brunchs différents. On a un brunch adulte, un brunch végétarien adulte aussi et un brunch enfant. Et l'idée, c'est de ne pas se disperser dans ces brunchs et c'est de pouvoir réutiliser un produit phare dans ces 3 brunchs-là et le décliner pour pas le perdre. Et Sergeline joue constamment avec cette idée-là de réutiliser, de transformer, de le présenter d'une autre façon pour effectivement minimiser la perte qu'on a et éviter de gâcher, tout simplement. Ouais. Et ça fait partie intégrante du boulot quand on travaille dans la restauration, dans la pâtisserie. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser parce que j'aime beaucoup pâtisser, mais bon, pas du tout au niveau professionnel, loin de là. Mais parfois, tu dis, ok, il me reste 4 blancs d'œufs parce que j'ai fait un truc. Ok, tu tapes dans Google pâtisserie blanc d'œufs, tu dis, allez, tiens, je fais un financier, c'était pas prévu et bing. Mais c'est vrai que oui, t'as vite tendance à les jeter tes blancs d'œufs, alors qu'en fait, tu peux t'en servir pour autre chose, quoi. Ouais, complètement, ouais. Il y a une autre personne sur Instagram qui me demandait quel a été le déclic qui a fait que t'es passée à l'action. Le déclic, alors je sais pas s'il y avait le déclic, mais il y a eu une période déclic, on va dire, une période où ce que j'expliquais dans le premier podcast, où je me retrouvais plus, une période vraiment difficile où
j'étais plus à ma place. Enfin, en tout cas, je ne savais plus quelle était ma place. Je ne savais plus ce que j'apportais aux gens. Je trouvais plus de sens en fait dans ce que je faisais, dans mon boulot. Ça s'est ressenti sur ma vie perso, parce que voilà, dans ma vie perso, au contraire, j'avais envie de fuir tout ça. Donc, j'étais très souvent à l'extérieur en train de faire plein de choses pour essayer de compenser au final ce vide que je ressentais, où voilà, j'avais plus de sens. Et donc au final, c'est l'aboutissement de cette période-là où je me suis retrouvée un peu au fond du gouffre, au pied du mur, comme tu veux. Mais voilà, je suis allée au bout du bout de ça. Et là, je me suis dit, c'est plus possible. Ça peut plus continuer comme ça. Il faut que je change. Il faut changer les choses puisque c'est plus moi. Enfin voilà, je suis dans une démarche où je suis en train de changer. Il faut que j'accède à autre chose. Il faut que je me fasse plaisir dans ma vie pro parce que ma vie pro, j'en ai encore pour au moins 40 ans. Je peux pas continuer comme ça. Il faut que je trouve du sens à ce que je fais. Et en fait, au final, c'est ça, c'est l'aboutissement de plusieurs années de réflexion, parce que cette petite graine, elle a germé en moi il y a 5-6 ans maintenant, jusqu'à voilà arriver à un point de non-retour où je trouvais plus de sens à ce que je faisais, et enfin, il y avait plus de renoncement possible au final. C'est que voilà, là, il fallait que j'y aille, c'était maintenant, et je me suis autorisée à changer de vie, et c'était pour le meilleur. Mais voilà, c'est ce déclic, on va dire. Ouais. Est-ce que tu te rappelles du conseil que tu avais donné la dernière fois? Pas du tout. Tu disais, il ne faut pas qu'on attende que les autres prennent la décision pour nous. Quand on a cette petite voix qui nous parle, c'est pas quelqu'un qui va la personnifier, qui va nous aider, qui va nous prendre par la main. Est-ce que tu as un nouveau conseil à donner aujourd'hui? Alors nouveau, je sais pas, mais en tout cas, je suis au final très d'accord avec ce que j'ai dit dans la première fois. C'est que effectivement, on peut pas attendre que ce soit les autres qui le fassent, et de toute façon, les autres ne le feront pas pour nous. Il faut se donner soi-même ce petit coup de pied au cul qui va nous permettre de passer le cap. Et ce que j'ai envie, on va dire, préciser, c'est que c'est pas grave si ça marche pas. C'est pas grave si ça marche pas tout de suite. C'est pas grave si c'est pas tout à fait le bon chemin. C'est pas grave si c'est pas tout à fait le plan. Au final, ce qui est important, c'est d'y aller, c'est de se lancer, parce que ça procure tellement de joie, de bonheur et de liberté que on devrait tous être capables on devrait tous pouvoir vivre ça. Et aujourd'hui, on lance les authentiques, mais pas comme c'était prévu. Et c'est pas grave, c'est limite encore mieux parce que ça nous ouvre d'autres portes. Et je pense qu'il y a pas de bon moment pour le faire. Moi, j'ai quand même démissionné au début du confinement. C'était quand même pas, enfin, tout le monde me dit, mais c'était quand même pas la meilleure période. Et au final, si, c'était exactement la bonne période. C'était le bon moment pour le faire, parce que ce confinement m'a permis déjà de me reposer pendant 3 mois, nous a permis de vraiment peaufiner tout ça, et nous a permis de sortir quelque chose malgré tout. Et il y aura jamais de bon moment au final. On peut pas se projeter dans c'est maintenant, c'est cette semaine, c'est dans un an, etc. Il y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est quand vraiment on sent que là c'est plus possible et qu'il faut y aller. C'est ça le vrai bon moment. Et du coup, le conseil que j'aurais à donner, c'est allez-y, écoutez votre petite voix, et si elle vous dit que c'est maintenant, il faut vraiment y aller, quelle que soit votre situation professionnelle, quelle que soit votre situation perso, allez-y, parce que ça peut pas continuer comme ça. C'est quoi ton prochain défi? Notre prochain défi, ce sera d'avoir un local, d'ouvrir les authentiques sur l'île, d'ouvrir au grand public. Ça sera notre plus grand défi. De voir aussi dans quel contexte on va le faire, et puis d'apprendre à jouer avec ce contexte, parce que on ne sait pas ce que va donner le Covid, on ne sait pas si ça va encore durer, mais il va falloir. La vie ne s'arrête pas, et en tout cas notre vie ne s'arrête pas, et des galères comme ça, il y en aura d'autres. Donc il faudra qu'on apprenne à vivre avec, et voilà. Donc notre prochain défi, ce sera d'ouvrir, vraiment. Super. À qui t'as envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Ah, à qui j'ai envie de dire merci? J'ai envie de dire merci à mon associé, parce que pour moi, c'est la meilleure personne avec qui j'aurais pu monter ce projet, avec qui je pourrais monter cette boîte, parce que on est capable parce qu'on s'entend très bien, parce qu'on est capable de pas être d'accord et de bien le vivre, parce qu'on se soutient, et parce que on est très complémentaires, parce qu'elle va calmer mes ardeurs quand il faut, parce que je vais la booster quand il faut. On est juste
un très bon nom de duo et je la remercie de s'être lancée dans l'aventure avec moi là-dessus. Et puis après, remercier mes proches, puisque comme j'ai pu le dire, ils sont hyper présents, hyper bienveillants. Grâce à eux, moi j'ai énormément d'énergie grâce à eux, grâce à leur retour, c'est un boost de ouf. Et ouais, je veux les remercier de me soutenir et d'être là depuis 3 mois. Et je sais qu'ils seront là encore sur les prochains mois. Et voilà, je veux les remercier énormément pour ça. Merci beaucoup, Aline. Merci, Charlotte. À très vite, dans 3 mois. J'espère, à très vite. J'espère que ce deuxième rendez-vous vous aura plu. Vous l'aurez compris, vous aussi, vous pouvez poser vos questions en m'écrivant à charlotte@pourquoipasmoi.co ou sur le site pourquoipasmoi.co. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à jeudi prochain. Et si vous n'avez pas mis pause au début de l'épisode pour voter pour le podcast dans le Paris Podcast Festival, rendez-vous sur Instagram ou sur pourquoipasmoi.co. Merci.